De poursuivre notre après-midi. Donc, Madame, Messieurs, Madame la rapporteure, mes chers collègues, après avoir reçu les représentants de l'Association des maires de France et régions de France, nous entamons notre deuxième table ronde consacrée aux collectivités territoriales. Je souhaite la bienvenue à Monsieur François de Mazières, maire de Versailles et trésorier de France Urbaine, et à Monsieur Sébastien Miossec, maire de Réac-sur-Bellon, Riec-sur-Bellon. Merci de me reprendre. Ah, bien, oui, tout à fait, bien volontiers. Donc, Riec-sur-Bellon, dans le Finistère, est président délégué d'Intercommunalité de France. Nous accueillons également Madame Isabelle Dugelet, maire de la Grêle, dans le Loire, et représentant de l'Association des maires ruraux de France. Et vous êtes en visio. Bonjour, Madame. Donc, bienvenue à vous tous, mesdames et messieurs. Vous êtes maire de communes allant de 850 à 84 000 habitants. Vous représentez donc la diversité de nos territoires, tant par la strate des communes que par les associations que vous représentez. Nous venons de recevoir les représentants de Régions de France et de l'AMF. Après ce point de vue par niveau de collectivité territoriale, il est intéressant maintenant de voir dans cette seconde table ronde quels sont les liens entretenus avec les agences et les opérateurs selon le type de territoire. Mesdames, Messieurs, notre commission d'enquête porte sur les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs. C'est un périmètre très large qui toutefois se limite à l'État. Nous vous interrogeons donc sur vos relations avec les agences de l'État. Nous ne reviendrons cependant pas sur vos relations avec les établissements qui dépendent des collectivités locales et que Jean-Ludovic Silicani chiffrait à plus de 100 000 devant nous la semaine dernière. Au niveau de l'État, selon les données communiquées par la secrétaire générale le secrétaire général du gouvernement, en effet, nous comptabilisons 1169 entités aux multiples statuts. Plus du tiers sont des groupements d'intérêt public, donc des GIP, 262 sont des établissements publics administratifs, EPA, et 150 environ des universités, des grandes écoles, entre autres. J'aurais donc plusieurs questions. La première, dans les territoires que vous représentez, avez-vous le sentiment d'un foisonnement d'agences et d'opérateurs de l'État? Ensuite, pourriez-vous nous indiquer, le cas échéant, s'il est difficile ou non de s'y retrouver face aux compétences des agences pour un maire ou pour une intercommunalité en fonction de la taille de la commune ou de l'agglomération? Et pour terminer, et d'une manière générale, quel type de relation entretenez-vous avec ces entités? Par-delà le coût de ces agences, qui est souvent mis en avant dans le débat public, à grand renfort de chiffres, qui mélangent trop souvent les dépenses de fonctionnement et d'intervention, c'est d'abord l'efficacité de ce type d'organisation pour mettre en œuvre les politiques publiques qui nous intéressent dans notre commission d'enquête. Des exemples concrets nous seront utiles pour prendre la mesure du phénomène et des enjeux qu'il soulève. Vous pouvez citer les agences avec lesquelles vous avez le plus de contacts et que nous recevrons dans les semaines à venir pour certaines d'entre elles. Enfin, nous poursuivons nos auditions territoriales jeudi en recevant l'association des préfets. Il y a une interrogation que nous pourrions leur transmettre de votre part au sujet, par exemple, de la cohabitation entre les services préfectoraux et les agences au niveau local. Cette réunion devra se terminer vers 16h25, de façon à ce qu'on puisse assister à 16h30 à la déclaration du gouvernement, suivi d'un débat sur la situation de l'Ukraine et la sécurité en Europe. Mais nous allons évidemment passer le temps qu'il faut entre nous pour notre commission d'enquête. Avant de vous laisser la parole pour un propos introductif de 8 à 10 minutes chacun, il me revient de vous indiquer que cette audition est diffusée en direct et en différé sur le site internet du Sénat et qu'un compte-rendu sera publié. Je dois également vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434, 13, 14 et 15 du Code pénal, qui peuvent aller de 3 à 7 ans d'emprisonnement et de 45 000 € à 100 000 € d'amende. J'invite donc Madame Isabelle Dugelet à ouvrir son micro, et je pense que c'est déjà fait. Et je vous invite tous les trois à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Madame, c'est parfait. Je vous propose de commencer par Madame Isabelle Dugelet pour l'AMRF.
pour un petit propos introductif Oui, de 10 minutes. Et puis après ça, bonjour. messieurs. Merci. Bonjour à tous. Je vous remercie beaucoup de prendre l'avis de l'Association des maires ruraux de France. Je représente ici Michel Fournier, notre président, qui a beaucoup œuvré pour mettre en place le dispositif Village d'avenir, qui venait compléter l'offre qui était existante avec Action Cœur de Ville et Petite Ville de demain. Donc Action Cœur de Ville qui s'adressait davantage aux villes plus importantes et petites villes de demain, et des villes plutôt chefs-lieux de canton, anciens chefs-lieux de canton, qui avaient besoin d'être redynamisés. Donc ce dispositif Village d'avenir, pour lequel il s'est beaucoup engagé, a vu le jour il y a 1 an et demi à peu près, et a permis d'avoir des chefs de projet dans chaque département, 1 ou 2 chefs de projet, donc financés par la NCT. Et là, c'est un vrai virage qui s'est opéré pour les communes rurales qui avaient pu candidater pour ce dispositif, qui sont accompagnés pour des projets et qui sont renouvelés au fil du temps quand les projets avancent, sont réalisés. Donc pourquoi c'est important? C'est que l'ingénierie dont on manque beaucoup dans nos communes rurales nous est apportée par les services de l'État, parfois avec des marchés, des groupements d'ingénierie. Et c'est un véritable plus. Ce qui est important aussi pour nous, communes rurales, ce sont les comités locaux de cohésion territoriale qui se sont mis en place dans les départements au fil du temps. Alors, ce n'est pas très égalitaire sur tout le territoire français. Des départements sont plus en avance que d'autres. Simplement d'avoir pu mettre en place ces comités locaux et assez souvent maintenant un guide de l'ingénierie dans chaque commune nous permet de connaître le fonctionnement de toutes les agences, de tous les services auxquels nous pouvons nous adresser en fonction de nos besoins. Parce que c'est vrai que c'est un peu perturbant quand on est élu dans le monde rural. On n'a pas non plus tous les services nécessaires, les aides. Nos secrétaires de mairie qui sont déjà très polyvalentes ne peuvent pas se mobiliser pour aller chercher toutes les infos, et que là, d'un seul coup d'œil, on peut savoir comment on est accompagné. Donc, on peut dire que les choses se sont beaucoup améliorées au fil du temps et qu'il y a vraiment du mieux aussi avec cette porte d'entrée unique qu'est la préfecture maintenant pour de nombreux départements aussi, c'est-à-dire qu'en cas de projet, on consulte la préfecture qui nous accompagne et qui nous aide pour nous guider aussi bien sur l'ingénierie, les financements et quel organisme peut nous accompagner. Voilà. J'ai peut-être été un petit peu. Non, mais c'est très bien, c'est très bien, c'est parfait. On va passer à Monsieur Mazière. Oui, bonjour Monsieur le Président, bonjour Madame la rapporteure. Écoutez, oui, nous nous sommes d'ailleurs vus ce matin, le bureau exécutif de France Urbaine, c'était notre réunion que nous avons régulièrement. On a profité pour aborder ce sujet avant de vous voir. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire? D'abord, peut-être préciser qui est la nature de France Urbaine. C'est une association qui est transpartisane, qui représente les élus des grandes villes, les agglomérations, communautés urbaines et métropoles. Donc, elle réunit 110 adhérents, couvre à peu près 30 millions d'habitants et 2000 communes. Et elle intervient donc sur l'ensemble des politiques publiques regardant les adhérents. Alors, première constatation, quels sont les liens de France Urbaine avec les agences? Elles sont très nombreuses. Les liens avec les agences sont effectivement récurrents chez nous. C'est pour l'ADEME, c'est pour le CEREMA, les agences régionales de santé, bien évidemment. Les agences comme la NCT, l'ANA, l'ANRU, les agences de l'eau. France Urbaine, d'ailleurs, est présente dans beaucoup des conseils d'administration d'agences. Et ça, c'est un élément qui est important. Et nos services travaillent régulièrement avec les services des agences. Les agences sont implantées au niveau local, comme on le sait, via des référents ou délégués territoriaux.
dont certains sont directement liés à la préfecture. Le préfet, on le souligne, est aussi représentant de l'ANRU au niveau local et délégué territorial à l'ANCT. Un point d'ailleurs important à signaler, car pour ce type d'agence, le lien avec la préfecture, pour le coup, est assez évident, ce qui n'est pas vrai dans de très nombreuses autres agences. La répartition des missions apparaît donc claire sur les agences avec lesquelles nous travaillons le plus fréquemment. L'ANRU, évidemment, sur la rénovation urbaine. Et je dois dire qu'en écoutant mes collègues ce matin, tous soulignaient l'importance évidemment du travail fait par l'ANRU, la qualité de l'ANRU, la qualité sur la programmation qui pouvait être faite, l'ANA sur l'habitat privé, les agences de l'eau en vue de traiter les opérations autour des cours d'eau. On souligne aussi le fait que les agences de l'eau ont une mission très précise et que les agences de l'eau apportent l'essentiel des financements dans ce domaine et que les rapports avec les collectivités locales, notamment les villes et les intercommunautés, sont généralement de bons rapports. La NCT, alors historiquement plus centrée sur des problématiques de moindre densité que les adhérents de France urbaine, hein, on en a parlé à l'instant, les actions cœur de ville, les petites villes de demain, villages à venir. Mais il y a des ouvertures récentes sur les thématiques qui nous concernent en tant que métropole, notamment les histoires de territoires d'industrie. Donc des liens fréquents et plutôt un point de vue très positif sur les agences. Face à l'enquête que vous menez, nous souhaitons ainsi rappeler quelques éléments d'ordre pragmatique. Le modèle des agences n'est ni en soi un bon modèle, ni un mauvais modèle. Il n'est pas vertueux par essence. Il faut plutôt s'intéresser au fond des politiques menées et la clarté du mandat de ces agences. Souvent, il est récurrent dans le public comme dans le privé d'observer des effets de balancier entre l'internalisation des politiques publiques et l'externalisation, selon qu'on souhaite mettre la focale sur tel ou tel domaine d'expertise. Et les agences sont créées parce qu'à un moment, on ressent ce besoin quelque part d'une politique un peu autonome sur un domaine particulier. L'un d'entre nous, ce matin, a rappelé que c'est presque une logique de chef d'entreprise qu'on pourrait avoir. C'est des moments où vous créez des services parce que c'est nécessaire. Et puis à d'autres moments, on se rend compte qu'il faut peut-être les fusionner parce qu'ils sont devenus surabondants. C'est plus compliqué sans doute dans une mécanique d'agence, mais en tout cas, c'était une logique qui nous paraît saine. Au fond, avoir une fluidité, une capacité de mobilité. De même, n'importe quel élu est amené à traiter des projets complexes, assumer le pilotage sociétés publiques locales, des délégations de services publics, des sociétés d'économie mixte. Donc, la clé, c'est vraiment la clarté des objectifs, la pertinence du pilotage et du contrôle de ces satellites. Au niveau local, l'articulation d'ailleurs peut être complexe entre collectivités avec d'autres organismes. On citait l'éducation nationale, les DRAC dans l'élaboration des projets urbains, parce qu'il faut bien dire aussi que le nombre des ABF, il y a eu un excellent rapport qui a été fait par le Sénat récemment, est insuffisant. Bref, ce n'est pas un sujet propre aux agences. Nous réitérons donc notre attachement à certains principes. Un cap clair sur le financement de la transition écologique. Ça, c'est souligné par beaucoup des élus de France urbaine. Les agences sont nombreuses à intervenir sur le champ de la transition écologique, qui est un champ essentiel aujourd'hui, on en est bien tous convaincus. Le questionnement sur le devenir donc de ces agences est important, mais il ne doit pas remettre en cause le fond des politiques en ce domaine et les financements qui ont trait. Sans quoi les territoires urbains concernés, que nous essayons de représenter comme émetteurs à gaz à effet de serre, sont mis dans l'incapacité à respecter les accords de Paris. Un soutien très clair aussi au modèle de l'ANRU. Nous rappelons d'ailleurs que les financements de l'ANRU relèvent d'Action Logement pour l'essentiel. Un soutien aux agences de l'eau, dont les financements sont aujourd'hui assez largement ponctionnés. Une petite inquiétude de ce côté-là, alors que les agences de l'eau sont vraiment des interlocuteurs importants pour nous. Et puis, certains points d'admiration qui pourraient être mentionnés, qui visent notamment la qualité du dialogue social. Donc,
il faut réaffirmer le lien avec les préfectures. Vous l'avez d'ailleurs évoqué dans votre point introductif. Le préfet est l'interlocuteur de premier plan au niveau territorial pour, on le disait, pour l'ANRU et la SNT. Parfois, ce lien avec les agences est plus délicat, plus difficile. Et donc, ces liens renvoient aux capacités de pilotage des préfectures qui est aujourd'hui fragilisée par des effectifs réduits. On le voit, les préfectures aujourd'hui sont un problème souvent de sous-effectifs pour pouvoir réellement suivre de façon fine avec les collectivités territoriales les questions qui se posent. La clarification des partenariats via des contractualisations globales et pluriannuelles, il nous semble aussi un élément important pour éclairer les financements et les orientations. Ce modèle fonctionne une nouvelle fois pour l'ANRU. C'est également la philosophie des contrats de relance transition écologique, des CRTE, et qu'une philosophie qui est également portée par la NCT et qui parfois est difficile à respecter du fait de la multiplication des appels à projets. Voilà, alors indépendamment des organigrammes, le principe de la coopération territoriale nous semble devoir être réaffirmé. Et le dialogue peut être aujourd'hui hétérogène avec les agences régionales de la santé et leurs délégations territoriales. Certains d'entre nous le soulignant encore ce matin, avec les ARS, qui sont devenus une institution. Le dialogue n'est pas toujours facile, et même certains posaient la question, finalement, quand c'était les préfets qui étaient vraiment les interlocuteurs premiers sur ces sujets de santé, c'était peut-être parfois une solution qui avait un certain nombre d'avantages. La question était posée en tout cas. Monsieur Nosek. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs, juste préciser que donc, dans mes mandats, je suis aussi président d'une interco et je ne sais pas si la précision est utile, mais je siège au nom de l'Intercommunalité de France au sein de l'ANA, qui est une agence. Donc, en lisant les conditions d'une commission d'enquête, il faut aussi dévoiler d'éventuels conflits d'intérêts. Je suis vice-président je siège au conseil d'administration de l'ANA au titre d'Interco de France et j'en suis vice-président sans fonction exécutive particulière, puisque le conseil d'administration a une marge de manœuvre, somme toute, relativement limitée. Voilà pour les présentations. Donc, au nom d'Interco de France, je vous remercie de l'invitation. J'excuse mon président Sébastien Martin. On salue le travail qui est engagé par le Sénat sur cette question des agences. Question qui est à la fois des enjeux citoyens, politiques et techniques, avec une agencification de l'État pour utiliser ce néologisme qui fait débat et qui fait discuter. Donc le travail que vous entamez est évidemment utile en la matière, d'autant plus que les agences ont pris une place vraiment importante dans la mise en œuvre des politiques publiques, et on le voit notamment dans notre échelon intercommunal, les intercommunalités étant elles-mêmes de plus en plus partenaires, actrices, voire quasi opératrices d'un certain nombre de politiques stratégiques de la nation, et les agences sont souvent à nos côtés dans ces politiques publiques, notamment en lien avec les enjeux de transition écologique. Pour autant, on le voit au quotidien dans nos intercommunalités aussi et dans les relations qu'on a avec cette diversité d'agences, il y a des marges de progrès sans aucun doute. Sur ce travail utile, quelques alertes ou prudences en tout cas. D'abord, le fait que le travail sur les agences ne peut pas se résumer uniquement sur un travail comptable. Certes, les agences concentrent aujourd'hui beaucoup de moyens et c'est un vrai enjeu d'y voir plus clair, de quantifier clairement les enjeux qui sont les moyens financiers et humains aussi parfois qui sont mis dans le pilotage des agences, mis dans la main de la capacité d'action des agences. Mais il faut qu'on puisse, j'espère que le travail que vous menez nous permettra aussi d'y voir plus clair entre ce qui relève plutôt des coûts d'intervention et ce qui relève des coûts de fonctionnement sur lesquels il y a probablement à optimiser en supprimant un certain nombre de doublons ou de structures qui pourraient fonctionner mieux. Je prends l'exemple de l'ANA que je connais, que je vois de l'intérieur, où sur un budget de l'ordre de 4 milliards d'euros, plus de 90% ou 95% des moyens sont des moyens d'intervention pour aider les particuliers notamment à faire des rénovations. Donc voilà, derrière le budget des agences, il faut qu'on arrive aussi à faire la différence entre ce qui relève des politiques d'intervention et ce qui relève des coûts de fonctionnement sur lesquels il y a probablement à optimiser en règle générale. Souligner aussi le retour qu'on a de nos adhérents d'une très grande diversité de situations, avec une hétérogénéité selon
notamment des équations personnelles, c'est-à-dire des responsables de terrain, de représentants les différentes agences qui sont elles-mêmes très différentes, mais d'une ARS à l'autre, d'une banque des territoires à l'autre, d'une agence de l'eau à l'autre, on a des dynamiques, des pratiques qui sont, je pense, liées aussi aux femmes et aux hommes qui font vivre sur le terrain au quotidien ces outils et ces acteurs. Et puis enfin, une alerte sur... Enfin, une alerte. L'enjeu des agences, c'est plus largement l'enjeu de la simplification de l'action publique. Et c'est sûrement une grande question qui, je n'en doute pas, au Sénat, est régulièrement évoquée. Côté Interco-de-France, donc d'une manière plus générale, mais ça rejoint la question de ces agences, on plaide pour que l'État, plutôt que de faire des grands soirs de la décentralisation, que cette relation entre l'État et les collectivités locales puisse se décliner sur le terrain de façon moins verticale et plus décentralisée, avec une co-responsabilité État-collectivité dans la mise en œuvre de l'action publique, et avec, plutôt que d'être dans la mise en œuvre de façon un peu passive, d'être dans une contractualisation entre chaque territoire et l'État autour de grandes orientations et des moyens qu'on met en œuvre ensemble autour de nos compétences pour mettre en œuvre les politiques publiques. Avec toujours cette capacité à expérimenter, à différencier, qui est probablement aussi là une source de simplification et d'efficacité de l'action publique. Les agences ont sûrement leur rôle à jouer dans ces expérimentations et ces différenciations. On le voit déjà sur un certain nombre d'appels à projets qui sont, je vais y revenir, trop nombreux à notre goût, mais qui permettent malgré tout d'imaginer parfois des formes d'action publique un peu différentes sur nos territoires. Même si cette capacité d'expérimentation, de différenciation, elle remet en question une habitude française de la très grande homogénéité de l'action, quel que soit le territoire dans l'Hexagone en tout cas, même si c'est moins vrai en Outre-mer de ce que j'en vois, mais je ne suis pas un spécialiste. Et évidemment, quand on a une action publique très différenciée, enfin plus différenciée en tout cas qu'elle ne l'est aujourd'hui, c'est aussi plus compliqué pour les administrations centrales et puis l'État au sens large de pouvoir porter des grands schémas, des grands plans à l'échelle nationale. Et pourtant, ces grands plans un peu homogènes font parfois obstacle, ont comme obstacle le fait que notre France est très diverse, et c'est pas aux sénatrices et sénateurs que vous êtes que je vais l'apprendre. Donc les appels à projets, comme l'a dit mon collègue de France Urbaine, on déplore cette prolifération d'appels à projets qui nous met en concurrence et donne un sentiment d'émiettement des politiques publiques. Et puis pour pas être trop long, quelques messages aussi sur l'importance de rappeler que les agences, avec diversité de situations, mais globalement ces agences elles relèvent de l'action de l'État, même si la gouvernance d'un certain nombre d'agences est plus ou moins partagée, mais c'est souvent d'abord une action de l'État, et on peut se poser parfois la question d'une feuille de route de certaines agences qui serait indépendante de la feuille de route politique qui relève du champ du Parlement et du gouvernement. Et donc le portage politique, la feuille de route, aussi interministérielle que possible d'ailleurs selon les thématiques des agences, est un élément qui nous paraît important à l'échelle nationale. Un peu le pendant à l'échelle locale avec le rôle des préfets, vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, en introduction, mes collègues l'ont un peu évoqué aussi. On nous remonte sans surprise qu'à l'échelle locale, les élus locaux ont le souhait que le préfet ou la préfète du département ou de la région soit l'interlocuteur, une forme de chef d'orchestre coordinateur, pour à la fois mieux comprendre, mieux appréhender ce que l'État met en place directement ou à travers les agences, avoir aussi une cohérence d'action entre les différents acteurs. Typiquement, notre collègue de la MRF l'évoquait, le dispositif Village d'Avenir, qui dans un même territoire, pour ce qui me concerne notamment à l'échelle d'une même interco, on peut avoir un village d'avenir, on peut avoir un dispositif PVD ou même Action Cœur de, enfin Petite Ville de demain, ou même Action Cœur de Ville sur un même territoire. Et donc le préfet en proximité doit être ce coordinateur, ce chef d'orchestre pour que toutes ces actions puissent résonner de façon cohérente. Et puis aussi pour aider les élus locaux à mieux cibler la diversité des financements qui sont mis sur la table, parce que dans un moment de disette budgétaire, il y a quand même
parfois des enveloppes qui sont significatives et qui manquent d'être sollicitées par les élus, faute de connaissances et faute de capacité à avoir et l'information et l'arbitrage en proximité. Les financements aussi, c'est des financements de l'État, ce qui nous fait aussi réagir parfois sur les territoires intercommunaux où on a des agences qui veulent exister à titre individuel dans le cadre des discussions et notamment de la valorisation de ces financements. Et ça, c'est une question qu'on se pose. Finalement, l'argent de l'ANA, pour reprendre cet exemple, c'est l'argent de l'État. Donc je ne dis pas que l'ANA veut exister à tout prix toute seule, hein, mais c'est une illustration. Et donc dans le débat aussi qu'on a sur les agences, pour faire écho à ce que je disais au tout début, attention à ce que, au travers d'un toilettage, voire plus des agences de l'État, on puisse perdre des moyens d'action en proximité sur nos territoires, notamment sur les enjeux de transition écologique. On voit quand même que des enveloppes très significatives, que ce soit les agences de l'eau, ou la rénovation de l'habitat, ou l'ADEME, finalement viennent accompagner des politiques publiques menées sur les territoires par nos intercommunalités pour ce qui concerne l'association que je représente. Je voulais dire aussi un mot sur l'ANA, mais je suis peut-être trop long, Monsieur le Président. Un mot, puisque de fait, depuis 5 ans, je suis administrateur de l'ANA. Alors, je n'ai aucun mandat de l'ANA cet après-midi, et donc je ne prétends pas en parler au nom de l'ANA, mais je le vis de l'intérieur et je trouve, moi, en tant qu'élu local, plusieurs satisfactions et en même temps quelques écueils. Alors, dans les satisfactions, notamment le fait d'avoir une gouvernance qui associe les élus locaux. Et donc au sein du CA, on a un droit à la parole et je crois dire qu'on est écouté, même si finalement nos marges de manœuvre sont relativement limitées. Et donc on peut se poser la question. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, typiquement l'ANA que je connais bien, c'est d'abord un outil de l'État. Hein. Même si on est associé à la gouvernance, ce serait faux exagérer en tout cas de dire qu'on serait dans une forme de copilotage. On contribue à l'action et aux orientations de l'ANA, mais on n'est pas finalement si décisif que ça dans les instances. Je vois aussi finalement un outil qui a, à l'échelle des 5 petites années que j'ai vécues que je vis au sein du conseil d'administration, une capacité de l'agence d'avoir massifié des enveloppes au profit d'une politique publique essentielle, d'avoir aussi, je pense, assez comment je vais dire, porter ce côté un peu interministériel des enjeux de rénovation de l'habitat, où c'est à la fois une politique d'accompagnement social, une politique aussi qui vise à des ambitions environnementales très importantes pour le pays, et puis une capacité de l'agence aussi d'avoir voulu aller au plus près du terrain. Mais c'est un des écueils que j'y vois, c'est que finalement piloter depuis Paris une politique extrêmement massive de rénovation de l'habitat, c'est évidemment pas possible de ne le piloter que de Paris. Donc l'ANA, en lien avec très souvent avec des intercommunalités qui portent des espaces rénovation de l'habitat, des espaces, des maisons de l'habitat ou autres, on a besoin de contractualiser ensemble pour bien mettre en œuvre et bien déployer les enveloppes très importantes qui sont mises sur ces politiques publiques. Mais ça conduit un certain nombre de nos adhérents à se dire, mais finalement, comme nos intercommunalités très souvent déploient des services de proximité qui connaissent très bien les politiques publiques, est-ce que finalement il ne faudrait pas complètement dédier ces enveloppes financières au territoire, ce qui poserait évidemment la question des territoires qui s'y investissent, mais aussi des territoires qui ne s'y investissent pas, une forme d'hétérogénéité. Et donc je boucle avec ce que je disais tout à l'heure. L'autre écueil que j'ai vu sur l'ANA, mais il n'est pas directement lié au sujet de cet après-midi, mais quoique, c'est que finalement l'ANA a subi un certain nombre de polémiques, notamment sur la difficulté administrative, etc. Je pense que c'est aussi un écueil d'une agence qui a grandi très vite, peut-être un peu trop vite, qui n'a pas forcément pu, et je ne dis pas évidemment que d'autres auraient forcément mieux fait, hein, mais des difficultés très pratico-pratiques, très matérielles d'une agence qui a énormément multiplié son action, sans peut-être que les outils, notamment informatiques, aient pu suivre à la même vitesse. Donc voilà quelques mots, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs, sur le sujet, mais je suis loin d'avoir épuisé le sujet. Merci à vous trois. Madame la rapporteure. Oui, merci Monsieur le Président. Donc,
à vous écouter, il n'y a pas l'air d'y avoir de grosses difficultés. Vous avez l'air de vous satisfaire de la situation actuelle, avec des nuances, hein, mais vous ne nous avez pas dit il faut supprimer toutes les agences, elles nous empêchent d'agir. Vous les voyez plutôt comme des aides. Par contre, j'ai entendu quelques critiques en creux, et notamment, j'aurais voulu savoir si vous avez le sentiment qu'il existe une feuille de route des différentes agences que vous avez à côtoyer. Et je fais notamment écho aux intervenants qui disaient qu'en fonction de l'incarnation locale de l'agence, on allait avoir des retours d'expérience différents. On peut imaginer que si jamais on avait une feuille de route avec une politique nationale, finalement, quelle que soit la personne qui la met en place, on devrait avoir le même retour d'expérience et la même satisfaction client partout sur le territoire. Sinon, on a une politique qui est un peu à la carte, et donc on n'a pas la même égalité. Donc ça, c'était ma première question. La seconde, est-ce que vous estimez que sur certaines des politiques que vous avez en responsabilité, vous faites doublon, ou vous agissez toujours en partenariat avec une contrepartie État? Et est-ce que cette organisation vous apparaît justifiée? Est-ce qu'on pourrait la simplifier? Je pense, si on reprend l'exemple de l'ANA, il y a les ALEC qui ont des agents qui sont eux-mêmes financés par l'ANA. Donc, est-ce que c'est rationnel comme fonctionnement? Est-ce qu'on pourrait simplifier? Et vous avez certainement d'autres exemples qui débordent le cadre de l'ANA. Voilà mes premières questions. Je propose qu'on suive le même ordre. Madame Dugelet, si vous avez des éléments de réponse à apporter à la question de Madame le rapporteur. Et puis après oui, ça, merci. Merci, tout à fait. Alors, c'est vrai que ces agences, elles sont assez éloignées du monde rural et des communes proprement dites, puisque souvent leur action, elle passe plutôt par les intercommunalités. Quand vous parlez de l'ALEC, de l'ANA, de toutes ces implications, ça se passe par le biais de nos communautés de communes. Et les élus en bénéficient, bien sûr, indirectement, mais ne savent pas toujours vraiment non plus à quoi servent ces agences. Je vous parle des élus, je vous parle des maires ruraux, des maires de petites communes, puisque nous-mêmes, la MRF, ce sont des communes de moins de 3500 habitants. Et on a à peu près 13 000 communes adhérentes pour situer quand même l'association. Donc, ce n'est pas au quotidien qu'on va utiliser les services des agences. Maintenant, on aurait besoin de plus de proximité, sans doute, avec un certain nombre. On a parlé de l'ANA, c'est intéressant, c'est vrai. Et autrefois, les liens étaient plus directs par le biais des préfectures. Et maintenant, ils font un petit peu office d'écran entre la préfecture et les maires ruraux. Mais après, l'important, c'est que le travail se fasse et que ce soit au service de nos habitants. Concernant les ARS, on n'a pas de raison particulière d'être en contact direct avec les ARS au quotidien. De temps en temps, pourquoi pas, mais ce serait bien aussi que les communes rurales y soient représentées, puisqu'à l'heure actuelle, même si les élus vont faire leur entrée dans les conseils d'administration des ARS, il n'y a pas de place spécifique pour les maires des communes rurales, et pourtant, les difficultés d'accès aux soins, notamment, sont plus fortes dans nos secteurs. Donc, vous voyez, il y a, moi, je vais dire, c'est bien, mais peut mieux faire. On peut s'organiser différemment. De même, j'ai relevé ce qu'a dit un de mes collègues concernant les appels à projets, qui sont une bonne chose, mais qui sont une difficulté d'accès pour les communes rurales, puisque quand un appel à projet sort pour un dossier, les grosses collectivités, elles ont déjà tout sous le coude un gros tas de projets qu'elles vont pouvoir déposer. Pour la commune rurale, il faut reprendre le temps de faire et de financer une petite étude qui peut aller dans le sens de l'appel à projet. Et souvent, et ça m'est arrivé personnellement, au moment où on dépose le dossier, l'enveloppe, elle est épuisée. Donc, c'est assez décevant pour nous. Ou alors, il faudrait avoir des enveloppes spécifiques pour les communes plus rurales. Alors, je pense notamment aux agences de l'eau, parce qu'il y a des gros projets par les villes. Et il n'y a pas de distinction entre les différentes strates de collectivités. Voilà, donc c'est en fait une adaptation qu'il faudrait faire entre les tailles de collectivités, plus
donner plus de visibilité effectivement aux agences. Et puis, voilà, je reviens sur le fait que la préfecture est vraiment là pour nous aiguiller, nous orienter et nous dire ce qui est le mieux pour nous. Et globalement, les maires font confiance à leurs sous-préfets, à leurs préfets, parce que ce sont eux-mêmes qui connaissent le mieux le territoire et ce qui convient pour leur secteur. Voilà. Monsieur Demasière. Oui, Monsieur le Président. Pour répondre aux deux interrogations, Madame la rapporteure, sur la question de la feuille de route, les agences, normalement, ont des feuilles de route. Après, il y a des pratiques locales qui peuvent être différentes. Ça, on en a bien conscience. Ce qui nous frappe aussi, c'est que finalement, c'est parfois des questions aussi de mécanique financière qui ne sont pas assez claires. Je prends le cas de l'ANA. L'ANA, le vrai problème de l'ANA, c'est les modifications incessantes de la distribution de la prime rénov'. C'est pas tellement l'agence qui est en cause, c'est que finalement, ça bouge tellement que de toutes les manières, il y a un problème de fond qui se passe, quel que soit l'organisme qui va attribuer cette prime. Quant à la deuxième question sur les doublons, on a le sentiment, effectivement, parfois, qu'il y a des systèmes qui sont un peu redondants. Alors, comment simplifier ça ? Peut-être déjà, on est toujours dans des logiques de décentralisation. Nous, on plaide pour la décentralisation, comme beaucoup ici, je pense, de sénatrices et de sénateurs. Et le fait d'avoir des délégations de crédit, notamment tout ce qui concerne la rénovation énergétique, pourquoi pas imaginer qu'il y ait plus de délégations de crédit, tout simplement, au bloc communal, j'entends évidemment interco et commune. Parce qu'il y a un élément que tout de même France Urbaine veut souligner, c'est attention à la tendance actuelle sur la régionalisation de tout. Vous savez, on a un peu la réponse, ah oui, bon, on va passer ça à la région. On s'en méfie et on souligne notamment récemment, je crois, un rapport sur l'ANRU. Attention, non, on sait que ça ne simplifiera pas les choses, ça ne ferait que finalement faire une décentralisation au niveau de la région. C'est pas véritablement une décentralisation. Certaines régions sont colossales aujourd'hui. Et donc, voilà, on est très attentif à ce point aussi dans les différentes évolutions qu'il peut y avoir. Et quand on parle d'agence, c'est une préoccupation qu'on peut avoir. Voilà pour répondre à vos deux questions. Oui. Alors, la feuille de route, en effet, alors je reprends l'illustration que j'avais en tant qu'administrateur d'une agence, je la vois, mais parce que je suis administrateur. En effet, en tant qu'élu local, cette feuille de route, de l'agence en tant que telle, elle est sûrement très loin des élus locaux. Ce qui me fait rebondir sur la question de la proximité, du lien, de l'incarnation locale, de ce que disait notre collègue des maires ruraux aussi, sur l'interlocuteur préfectoral qui est l'interlocuteur de confiance un peu de l'élu local. Enfin, comment dire, il y a ce sujet de la proximité et qui pose forcément la question de la déconcentration de l'État. Donc même pas de la décentralisation, mais bien de la déconcentration. Quels moyens on a dans nos préfectures pour être justement cet interlocuteur de proximité de nos outils nationaux que sont les agences. Je pense que ce serait... Personne ne gagnerait à ce que les agences aient elles-mêmes, multiplient elles-mêmes des interlocuteurs de proximité dans tous les sens, mais que l'échelon préfectoral, l'administration de l'État dans le département puisse être cet échelon de proximité. Mais on constate, je pense sans surprise pour l'ensemble des personnes présentes dans la salle, que beaucoup de nos préfectures aujourd'hui sont quand même en grande fragilité pour être dans cette capacité d'accompagner nos collectivités, nos communes ou nos intercommunalités. Notre collègue des maires ruraux, je me permets à nouveau de la citer, évoquait tout à l'heure le fait que l'intercommunalité était souvent l'endroit où il y avait un espace de dialogue sur ces sujets. On a beaucoup de nos adhérents qui ont une personne ou un service dédié sur les contractualisations, sur les mobilisations des moyens de l'État pour essayer d'optimiser les choses. Donc ça démontre sûrement que il y a besoin il y a besoin d'une compétence, de temps, d'énergie pour aller chercher ces moyens et ces acteurs pour les mettre autour de la table.
Pour autant, et pour reprendre l'exemple que Madame la rapporteure évoquait sur les ALEC en lien avec l'ANA, mais on pourrait citer d'autres exemples, est-ce que la question se pose vraiment en matière de doublons? Nos agences locales de l'énergie, quand on confie cette mission, quand des intercommunalités ou les communes confient à une agence locale la mission d'accompagner les particuliers sur leur rénovation de l'habitat, beaucoup d'autres le font et ça semble être le modèle qui tend à être majoritaire en interne à un service de rénovation de l'habitat au sein de l'intercommunalité. La question, c'est pas un doublon de l'ANA, c'est l'ALEC en fait est le bras armé ou le service de l'intercommunalité est le bras armé de l'ANA sur le territoire. La question, elle est, pour être très transparent, très politique aussi. Typiquement, je prends mon intercommunalité, comme ça je vais citer personne d'autre. Mon interco, nous, on a un service de rénovation de l'habitat. Essentiellement, il sert à faire que l'ANA déploie le plus efficacement possible ses aides à la rénovation sur le terrain. Pour autant, l'intercommunalité a elle-même une politique de soutien à la rénovation de l'habitat en complément. Donc, on vient donner un coup de pouce supplémentaire sur quelques-uns des travaux. Et évidemment, la question se pose de la valorisation aussi de la politique publique de l'un ou de l'autre. Je comprends que l'ANA et l'État, au travers de l'ANA, demandent à ce que l'opérateur local, on va dire, valorise le fait qu'il distribue de l'argent qui n'est pas le sien. Mais on ne peut pas non plus, nous, collectivités, enfin on ne peut pas. La question, en tout cas, se pose. S'effacer complètement en étant juste, en disant nous, on est l'opérateur de l'ANA, parce qu'on vient aussi mettre des moyens financiers et des moyens humains, parce que les moyens humains qu'on met sont rarement financés à 100%, loin de là. Et donc, on a deux politiques publiques de rénovation de l'habitat qui sont côte à côte. Est-ce qu'on peut faire plus simple et moins cher ? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose que les territoires mettent de l'argent sur la table pour aider nos particuliers à rénover en complément de ce que met l'État ? C'est un débat assez large qui dépasse la question des agences, mais concrètement, c'est aussi parce que l'État met de l'argent sur la table que des territoires se décident à développer une politique incitative en matière de rénovation de l'habitat. Et je prendrai un autre exemple qui y ressemble avec l'ADEME. Un certain nombre de territoires, le mien en est un exemple, mais je sais qu'on n'est évidemment pas les seuls. On a des contrats d'objectifs territorial avec l'ADEME, notamment autour de la production d'énergie renouvelable. Donc sur notre territoire, nous par exemple, c'est du bois énergie. Concrètement, le fait de s'être mis autour de la table avec l'ADEME, d'avoir construit un contrat sur plusieurs années où l'ADEME vient apporter des cofinancements pour aider le territoire à mieux s'armer sur ces enjeux de production d'énergie, et donc sous la forme d'un contrat et pas sous la forme d'un appel à projet, ça a été décisif pour nous aider à nous engager davantage sur cette politique publique. Donc c'est un autre exemple d'une déclinaison locale à travers un contrat, donc ça plaide un peu dans le sens de ce que je disais tout à l'heure dans mes propos, où l'outil, la politique nationale, l'État a décidé de dédier à l'ADEME une mission pour aider à lui demander de développer la production d'énergie renouvelable dans les territoires, et elle vient avec les acteurs locaux construire autour d'un document qui s'appelle un contrat, la feuille de route, les moyens qu'on y met de part et d'autre, et des objectifs sur une durée donnée. Mais cette question, je termine après là-dessus, cette question, parce que en tant que parlementaire, comme nous, en tant qu'élus locaux, on est au contact avec nos collègues au quotidien, mais en tant que parlementaire et aussi en tant qu'association d'élus locaux, on a aussi ce regard sur la stratégie nationale, et je pense que ce serait peut-être un résumé un peu trop facile de dire, comme les élus locaux ne voient pas clairement comment fonctionnent les agences à l'échelle nationale, les agences seraient un problème. Mais il faut en effet que la déclinaison locale du travail et des moyens que l'État confie à ces agences, on puisse de la façon la plus efficace possible la mettre en œuvre en proximité. Et force est de constater que sur un certain nombre de sujets, c'est pas forcément le cas. Certainement que la question de confiance peut se travailler autour d'un contrat, et c'est un sujet qui nous anime évidemment dans la commission d'enquête. J'ai une question d'Hervé Reynaud. Oui, je voulais rebondir sur le plus simple, moins cher et peut-être plus pratique, particulièrement pour les communes de moins de démographie, de plus petite taille, puisqu'elles ont besoin d'ingénierie. On a entendu Isabelle Dugelet le dire.
mais elles n'ont pas la capacité, puisqu'elles ont une secrétaire de mairie au mieux, un secrétaire de mairie, pour ensuite produire les documents pour répondre aux sollicitations administratives d'un certain nombre d'agences ou d'opérateurs. J'ai le sentiment que tout le monde a envie de faire plus simple, moins cher et plus pratique, et au fond, on n'y parvient pas trop quand même. Est-ce que j'ai connu une époque, moi notamment au niveau régional, où on avait une contractualisation qui se faisait assez naturellement. Est-ce qu'il ne faudrait pas revenir finalement à plus de déconcentration, voire plus de décentralisation, pour avoir des interlocuteurs de proximité, plutôt que de travailler aujourd'hui avec un certain nombre d'organismes, d'instances, d'agences. Je suis même parfois en discussion avec mon préfet qui me dit la NCT, ce que j'avais peu vu moi dans mon mandat d'élu local, mais je travaille tous les jours avec eux, me dit-il. Ah oui, mais on ne les a pas rencontrés, ça semble plus compliqué aujourd'hui. Si vous travaillez avec eux, finalement, pourquoi vous ne les avez pas dans votre administration préfectorale? Voilà, je voulais avoir un petit peu votre sentiment par rapport à peut-être cette approche, parce qu'on a quand même le sentiment qu'on a un petit peu compliqué les choses, et je pense que réellement en milieu rural, dans les communes rurales où il n'y a pas l'ingénierie, ça pose aujourd'hui un éloignement des centres de décision qui interrogent les collègues et qui font perdre du sens d'ailleurs à l'action publique de la part des élus qui s'engagent. On va poursuivre dans les questions. Christophe Chadiou. Oui, merci. Tout d'abord, peut-être une remarque pour remercier les intervenants, parce que j'ai vraiment eu le sentiment que vous étiez complètement focus sur le sujet. Pour avoir auditionné d'autres intervenants, c'était peut-être moins évident. Donc merci vraiment d'avoir centré vos interventions, y compris sur votre relation avec les différentes agences, même si on peut comprendre qu'à travers les expériences que vous exprimez, vous êtes peut-être plus en relation ou directement concerné par rapport à certaines agences. Peut-être une question à François de Mazières. Vous avez évoqué le soutien clair de France Urbaine au modèle de l'ANRU, que je partage assez. Mais est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire plus sur un peu ce qui vous semble être ces points forts de ce modèle? Et est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait, y compris, transposer, y compris dans la relation avec d'autres types d'agences? Et puis une question peut-être à Sébastien Miossec sur l'expérience ou le souhait de rôle de coordination du préfet à travers l'expérience qui est la vôtre. Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, être encore plus amélioré pour permettre effectivement d'avoir ce rôle central du préfet que chacun appelle de ses voeux? Y a-t-il d'autres questions chez les commissaires? Non, pas pour le moment. Bah, écoutez, on poursuit avec les réponses. Comme vous voulez. Madame Dugelet? Oui, merci. Je remercie Hervé Reynaud de sa question, puisqu'on se connaît bien et il connaît bien les problèmes des communes rurales. On a l'occasion d'en parler assez régulièrement, puisqu'il est sénateur dans mon département. Donc, voilà, je vais me dévoiler un petit peu plus en disant que je suis suppléante de Michel Fournier à la première vice-présidence de la NCT. Donc, je vous avoue bien humblement que j'ai découvert ce qu'était la NCT au fil du temps en siégeant au conseil d'administration. Parce que pour les élus ruraux, je suis sûre qu'il y en a beaucoup encore qui n'ont pas tout à fait compris, comme ça a été un petit peu long aussi à venir dans les préfectures et pour beaucoup de monde, puisque tout ça, c'est au fil du temps. Moi, en tant que membre du CA des maires ruraux, dès 2020, dès que l'ingénierie à bon de commande s'est mis en place à l'ANCT pour les communes rurales, j'ai sollicité ma préfecture, j'ai demandé tout ça, et que je n'ai pas obtenu parce que tout n'était pas descendu jusqu'à la préfecture encore. Et en fait, il y a un véritable décalage entre le moment où les choses se mettent en place au niveau national et le moment où elles sont effectives pour toutes les collectivités et encore plus pour les communes rurales. Et comme je vous le disais en préambule, pas du tout de façon homogène sur tout le territoire français et dans tous les départements.
Alors, c'est bien dommage parce que ça facilite beaucoup les choses. Donc, moi, je crois beaucoup qu'il y a des questions de communication. Et effectivement, il y a beaucoup. On est très embrouillé dans tous ces sigles, dans toutes les compétences des uns et des autres, et qu'il faut communiquer de façon beaucoup plus claire pour qu'on puisse aller plus directement voir les gens dont on a besoin. Voilà, contractualisation comme avant ou pas, je ne sais pas. À voir, c'est vrai qu'on a ce sentiment maintenant que c'était plus facile autrefois, mais on avait peut-être moins de moyens, ou en tout cas, ça paraissait plus facile. Voilà, mais on ne peut pas faire de retour en arrière. Il faut bien s'adapter à tout ce qui existe, en améliorant, bien entendu. Voilà, merci Hervé pour la question. Président, je connais la force de conviction et la sincérité d'Isabelle Dugelet, c'est pour ça que je me permettais cette question, puisque c'est vraiment un ressenti vraiment de terrain. Cette table ronde nous fait faire des bonds dans les échecs, qui permet de voir clair aussi sur la façon dont ça prend ou ça ne prend pas sur les territoires. Avant que les strates de collectivités plus importantes répondent, peut-être vous interroger sur est-ce que vous partagez ce sentiment que c'était plus facile autrefois, et si oui, pourquoi? Est-ce que c'était plus facile parce qu'on avait moins d'interlocuteurs et que, par exemple, on avait un interlocuteur, on voulait parler route, on allait voir la DDE, on voulait parler forêt, on allait voir la DDA, on voulait parler... voilà. Et désormais, on ne sait plus trop si on doit aller voir la DDT ou si c'est l'ONF, parce que derrière, les opérateurs ont aussi gagné en responsabilité. Ou est-ce que c'était plus facile parce que les normes, le réglementaire étaient moins présents? Parce qu'il faut aussi qu'on arrive à dissocier ces deux sujets, le fond et la forme, en fait. Je dirais que le fond, c'est la norme, et la forme, c'est la manière, enfin, c'est qui l'a fait appliquer, et savoir si c'est que l'État, si c'est l'État et des opérateurs, si c'est que des opérateurs. Alors moi, je vous dirais que c'est les deux. Effectivement, c'est les deux. Moi, je suis élue depuis 30 ans maintenant. Je suis maire que depuis 10 ans, mais j'ai bien vu l'évolution de la gestion communale et les difficultés qui sont arrivées comme jamais avec tout ce qui s'enchaîne ces 2 derniers mandats. Simplement, quand mes prédécesseurs, il y a 15 ou 20 ans encore, avaient des projets, ils voyaient la DDT, qui gérait tous les projets pour la commune, qui faisait l'ingénierie. Voilà, nous, on a agrandi un cimetière. Moi, j'ai retrouvé tous les dossiers. C'était la DDT qui pilotait, qui faisait toute la maîtrise d'œuvre pour la commune et qui livrait le dossier, en lien évidemment avec les élus, mais le maire, il n'avait pas à se préoccuper de tout ça. Tout ça, c'est terminé. Maintenant, on a un peu d'accompagnement du département de maîtrise d'œuvre pour des petits projets qu'on paye. Voilà, on a été lâché au fil du temps sur beaucoup de sujets. Voilà, ce que je disais, la maîtrise d'œuvre, l'entretien de nos routes, beaucoup de choses où maintenant, le maire, quelle que soit la taille de la commune, il a les mains libres, c'est un fait, mais tellement libre qu'il a pas de, comment dire, il a besoin d'être aidé, d'être accompagné. Il ne peut pas tout savoir, tout faire, tout connaître. Et ça coûte aussi très, très cher pour l'accompagnement des bureaux d'études. Et sans compter qu'avoir toute la connaissance de toutes les normes et toutes les obligations, c'est de pire en pire au niveau de la fonction. Donc, c'est là où je trouve que c'était mieux avant, parce qu'on était accompagnés. Voilà, on avait des personnes attitrées pour les différents projets. Et que maintenant, il faut plus aller chercher à droite à gauche, et que si ce lien avec la préfecture marche bien, ce guide de l'ingénierie fonctionne bien au fil du temps et que ça existe partout, peut-être que ça peut remplacer. Peut-être. Voilà. Monsieur de Mazières.
Oui, alors pour répondre à la première question, pour la NCT et la proximité avec la préfecture, plus exactement la capacité d'avoir un seul interlocuteur avec la préfecture, c'est un sujet effectivement fondamental. Et surtout que moi aussi, je suis à peu près élu depuis 30 ans. Et en plus, j'ai commencé ma carrière dans la préfectorale. Donc, vous voyez, voilà. C'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. La vraie question qu'on doit se poser, c'est compliqué, pourquoi ? Parce que les sujets sont plus compliqués et que donc il faut des spécialistes, ou c'est compliqué parce qu'on a compliqué les choses. Moi, je pense que c'est un peu les deux en réalité. Les sujets sont plus compliqués et donc on a besoin de spécialistes. Et le propre des agences, et ça on le vit, c'est qu'on a des gens qui sont des spécialistes. C'est d'ailleurs aussi peut-être un peu, ça peut être le revers de la médaille, c'est que c'est des gens qui sont très ciblés sur leur sujet et qu'ils demandent notamment à nos services, je pense au niveau de l'intercommunalité, une somme de renseignements et de papiers à fournir qui est considérable. Mais ce faisant, on a tout de même des gens qui sont capables, et je rejoins ce que disait à l'instant notre collègue, la matière est devenue tellement complexe qu'on a aussi besoin de ces spécialistes. Et donc voilà, la réponse, elle n'est pas simple. Et la NCT, typiquement, c'est un organisme où quand il y a une mission très claire, même, donc moi je suis plutôt sur une ville importante et une intercommunalité importante, donc j'ai moins la vision, mais tout de même, j'ai lu beaucoup ce qui a été fait sur Action Cœur de Ville. J'ai vu le retour, tout de même, ce que disent nos collègues. Ils en ont été satisfaits. Pourquoi ? Parce que là, les missions et les crédits étaient précis. Et le problème, c'est que quand c'est flou, et notamment quand les crédits sont flous, quand on n'est pas en véritable capacité de faire la contractualisation. Et que l'ONCT est un peu le réceptacle de tout ça. C'est-à-dire que parfois, elle a des missions sans doute claires, comme l'Action Cœur de Ville. Et puis, d'autres fois, c'est tellement imprécis qu'on a effectivement l'impression, sans doute, d'avoir un interlocuteur qui pourrait être très bien à la préfecture et ça pourrait être plus simple. Voilà. C'est le sentiment, c'était un sentiment impersonnel, ce n'est pas une réflexion collective. Deuxième, pour répondre à vous, monsieur le sénateur, sur la question de l'ANRU. Pourquoi ça fonctionne, l'ANRU ? Alors, d'abord, clarté de la mission. C'est clair, il y a un interlocuteur. Là, pour le coup, il n'y en a pas 15. C'est l'ANRU qui a été désigné et surtout, on lui a attribué des financements importants et des financements qui permettent d'avoir une vision pluriannuelle. Cette idée de contractualisation, elle est fondamentale. Mon collègue aussi, Sébastien, l'a rappelé plusieurs fois. Finalement, l'agence, elle est aux yeux de nous élus performante si elle a des capacités réelles d'agir et une capacité de contractualisation, c'est-à-dire d'avoir une vision pluriannuelle. Et ça, c'est vraiment la clé, en fait, je pense, du succès de l'ANRU par rapport à d'autres agences où c'est un peu plus flou. La deuxième chose essentielle, c'est que c'est un territoire précis. L'ANRU, elle va contractualiser... Évidemment, c'est une commune précise qui a un problème de quartier. Et là, ça ne se disperse pas. On est toujours finalement dans cette préoccupation d'avoir des choses qui ne soient pas trop floues. Et le danger des agences, c'est quand on a un territoire comme ça, pas très bien défini, où là, effectivement, on peut avoir des dérapages en termes de personnel, parce qu'il y a des gens qui ont été engagés. Ce sont des bons spécialistes, mais finalement, ils tournent un peu en rond parfois, peut-être. Voilà un peu comment on peut le ressentir. En nous écoutant, y compris moi, en fait, je me rends compte que... Enfin, je me rends compte. Je verbalise que je me rends compte, mais je le savais avant, hein, que la situation, les situations sont extrêmement hétérogènes. Quand on entend notre collègue d'une commune, alors je ne connais pas le nombre d'habitants de ta commune, cher collègue, mais... Ton sénateur doit le savoir, oui. Non 850 habitants. 850 habitants. En population municipale, oui. D'accord. Ah bah oui, le président l'a dit tout à l'heure, excusez-moi. Dans ma commune de 4000 ou dans la commune de François à 80 000, évidemment, on n'a pas les mêmes attentes. Quand on se dit c'est moins bien qu'avant parce que
moi, je suis pas élu depuis 30 ans, mais je suis maire quand même depuis 17 ans. Donc, j'ai connu la fin de la TESAT. Quand on avait en effet un petit projet de voirie ou d'aménagement dans le bourg, on avait quelqu'un de service de l'État qui le faisait pour nous. Évidemment, la NCT ne sera jamais capable de faire ça pour une commune de 4000, de 800 ou de 100 habitants. Donc, se dire la NCT ne fonctionne pas parce qu'elle n'est pas capable de faire ça, on ne peut pas lui demander de faire la même chose que la TESAT. Ou alors, on va créer une administration tentaculaire pour pouvoir être en capacité d'accompagner des dizaines de milliers de communes. Et donc, d'où la question de la proximité pour essayer de répondre à Christophe. Quand on est dans l'extrême proximité, que ce soit au niveau de l'intercommunalité ou de la commune, pour répondre au sénateur Reynaud tout à l'heure, sur cette proximité, le préfet est pour moi, a priori, très souvent l'acteur principal face à la diversité des agences. Il y a quelques agences plus grosses, plus équipées, avec des réseaux de proximité où on peut avoir un interlocuteur de plus grande proximité. Mais sur beaucoup de sujets, la porte d'entrée de côté préfecture, elle est sûrement très importante, ce qui pose deux questions selon la façon dont on l'aborde. Et je respecte évidemment les deux façons. Il y a des endroits où les élus locaux se décident à l'échelle de l'intercommunalité de dédier des moyens propres pour avoir un service commun autour des contractualisations, autour de l'aide à l'ingénierie, avec des formes extrêmement variées et diverses selon les territoires. Et ce service-là peut être finalement aux côtés de la commune, y compris les plus petites, pour les aider à monter leurs projets. Et dans d'autres endroits, c'est pas le souhait, c'est pas le choix à l'échelle intercommunale. Et dans ce cas-là, il faut que ce soit la préfecture qui puisse être en capacité de répondre aux appels et d'aller accompagner et aider les communes petites ou moyennes qui ont besoin de cet accompagnement. D'où la question de la contractualisation que je réévoquais tout à l'heure, qui peut être, sans en faire une usine à gaz, un endroit où régulièrement l'État et le territoire, donc les communes, avec ou pas l'interco, autour de l'interco, piloté par l'interco, là aussi il ne faut pas que la loi dise comment chaque territoire veut s'organiser, mais en tout cas à l'échelle de son bassin de vie ça paraît opportun. Ce lieu-là où on vient lister régulièrement, où on en est sur les projets, quels sont les attendus auprès de l'État, quel financement, quels moyens d'ingénierie, etc. Et que régulièrement cette feuille de route permette à l'État de dire au territoire comment il est à ses côtés pour l'aider à la fois financièrement, mais pas que. Et c'est un des éléments aussi, je pense, alors je m'éloigne peut-être un peu du sujet des agences, mais finalement les financements pour nos projets dans nos communes et intercommunalités viennent de l'État directement, mais quand même relativement souvent aujourd'hui via des enveloppes qui sont pilotées par les agences. Cet endroit-là, il doit permettre à l'État de dire moi je mets sur la table des enveloppes qui viennent de l'ADEME, qui viennent de telle ou telle agence de l'eau ou autre, je mets des moyens aussi DETR, DSIL et autres, et je donne de la visibilité, ce qui est quand même un élément fondamental aujourd'hui qui est souvent remonté des territoires, c'est que on a besoin de renouveler son école, on a besoin de faire tel ou tel équipement public, on a besoin de faire tel ou tel projet. Aujourd'hui, un préfet, il ne sait pas nous dire mieux que cette année, je peux vous donner tel ou tel montant de DSIL et de DETR, et il n'est pas capable de nous aider à voir, je ne parle même pas de long terme, mais à échelle de 2-3 ans, comment les financements de l'État dans sa diversité pourraient être mobilisés au bénéfice du projet et des projets qui sont mis en œuvre à l'échelle de la commune ou du territoire. Donc le mieux avant, je ne sais pas, parce que pour rejoindre un peu ce que disait François à l'instant, nos projets sont plus compliqués qu'avant aussi. Et pas parce qu'on veut le faire compliqué ou parce qu'on nous oblige à faire compliqué, mais quand on faisait une route, un rond-point avant, on se posait moins de questions d'environnement, on se posait moins de questions de pistes cyclables, on se posait moins de questions tout court. Donc on faisait simple. Voilà, et on aurait toujours la TESAT aujourd'hui. Les agents de l'État qui feraient la TESAT, ils auraient eux-mêmes besoin de se poser plus de questions. Donc, et souvent, allez, je vais prendre le pari, souvent tant mieux, parce qu'on oubliait un certain nombre d'éléments de contexte sur des projets où on consommait du foncier, on allait sur des zones humides ou autres, mais quand même régulièrement peut-être qu'on en met trop quand même des normes. Il faut aussi se le dire, et on gagnerait quand même à simplifier sur un certain nombre de sujets, mais c'est toujours un sujet polémique de se dire à quelle norme il faut qu'on renonce.
Oui, peut-être. Alors là, ce sera pour évoquer un sujet assez spécifique et je profite de la présence de Monsieur Demazière pour l'interroger sur la politique de préservation du patrimoine et de rôle de l'État. Alors moi, si je prends ma modeste expérience d'élu local, j'ai le sentiment que là, pour le coup, l'État est un peu seul. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a quitté la direction la DRAC, on n'a plus personne. Donc si la DRAC retire ses financements et retire son aide, ben, plus personne ne reste. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez? Est-ce que vous avez, vous, identifié d'autres acteurs, agences, États, opérateurs qui viendraient apporter un soutien aux collectivités pour toutes ces problématiques de préservation du patrimoine ou autres, sachant que c'est un sujet qui concerne vraiment pour le coup toutes les tailles de communes. On l'a vu encore dans le PLF où on finit à chaque fois à voter des rustines pour un peu souscription quand c'est pas le loto. Voilà. Ça n'interdit pas aux deux autres participants s'ils ont des éléments de compléter, mais voilà, je sais que M. Demazière a une expérience professionnelle et puis après par la situation de sa ville, je pense spécifique sur cette question. Alors, Madame la rapporteure, non, effectivement, vous avez raison. Il n'y a pas d'autre interlocuteur que l'État ou les autres niveaux de collectivité territoriale. C'est la région, le département. Ce qui se passe actuellement, c'est que depuis notamment ces tout derniers mois, il y a un vrai problème de financement dans les niveaux régionaux et départemental du fait de la baisse des DMTO, notamment pour les départements. Et donc, on a vu beaucoup des aides qui étaient attribuées par les départements au patrimoine qui ont été soit fortement diminuées, soit supprimées. Et ça, c'est un sujet très important. Il n'y a pas d'autre système. Il y a la Fondation du patrimoine qui est un outil tout de même extrêmement puissant à travers le levier fiscal. Et ça, il faut se rendre compte que tout de même, effectivement, ça a été un outil très utile de pouvoir aider à la rénovation. Alors, c'est ce qui voit à l'extérieur, c'est pas l'intérieur, mais c'est sans doute l'outil nouveau de ces 25 dernières années qui a eu vraiment un impact positif. Le loto du patrimoine, je suis bien placé pour en parler effectivement, le loto du patrimoine, puisque je me suis beaucoup battu quand j'étais moi-même parlementaire pour imposer ce loto du patrimoine, qui a été effectivement ensuite repris dans les programmes des différents candidats à l'élection présidentielle 2017. Ce loto, c'est une goutte d'eau. Mais par contre, l'avantage, c'est que ça mobilise la population sur ce sujet. Le financement du patrimoine est vraiment un sujet préoccupant aujourd'hui et il passe beaucoup par l'État du moins en accompagnement des collectivités, parce que les premiers financeurs, c'est clairement les communes, les interco, pas trop, c'est les communes. C'est les communes qui sont vraiment au cas. Et n'oublions pas les personnes privées, parce que aussi le patrimoine en France, il tient, car il est largement dans les mains de personnes privées et qui bénéficient, elles, du levier fiscal. Donc c'est un sujet avec plusieurs entrées. Il n'y a pas d'agence. Alors là, on ne voit pas l'utilité d'avoir une agence dans ce domaine. Je crois qu'il faudrait mieux aider l'existence, c'est-à-dire la Fondation du patrimoine, les associations aussi, les associations qui jouent un rôle important de conseil. Ce sont des associations assez bien structurées, qui connaissent bien la question et qui jouent ce rôle que peuvent jouer les agences dans d'autres domaines, c'est-à-dire de spécialistes. Et l'avantage en termes financiers, c'est qu'il y a beaucoup de bénévoles dedans. Voilà un petit peu les éléments que je vois pour répondre. Merci. Voilà. Alors, on aborde après une autre thématique qui est celle de la santé, finalement, dont on a assez peu parlé cet après-midi, alors que c'est un sujet qui nous occupe beaucoup les uns et les autres, quel que soit notre territoire d'origine. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'organisation telle qu'elle est faite, avec les ARS, les groupements hospitaliers, alors qui ont une taille plus ou moins importante et un rôle plus ou moins important dans les territoires, est satisfaisante? Est-ce que vous avez le sentiment que les élus locaux sont
suffisamment associés, voilà, les CPTS exactement, enfin, à la manière dont est organisée, conçue cette politique, et surtout, est-ce que c'est assez réactif ? Parce que pour les exemples que j'ai en tête, finalement, entre le moment où un projet local est décidé et le moment où toutes les autorisations sont obtenues, ben parfois les praticiens ils sont déjà partis ailleurs parce que ça a été beaucoup trop long pour avoir les autorisations pour construire la maison de santé ou n'importe quel autre centre de santé. Et qu'est-ce qui serait possible de faire? Quels sont les freins que vous identifiez à ce long cheminement administratif? Bon, ben, si vous permettez, je vais prendre la parole en premier, parce que moi, l'accès aux soins pour tous, en tout temps et tous les jours et pour tout le monde, c'est vraiment un de mes combats au sein de l'Association des maires ruraux de France, parce qu'on a quand même une grande partie du territoire maintenant qui est devenu un désert médical. Et depuis plusieurs années, je suis mobilisée sur ces sujets. Et j'essaye par tous les moyens justement de pouvoir connaître toutes les organisations en place et y avoir une place aussi. C'est ainsi que j'ai réussi à rentrer au conseil d'administration de la CPTS de mon secteur. Je suis suppléante au niveau du conseil territorial de santé. Voilà, que je trouve que c'est assez flou, c'est assez nébuleux, toutes ces diverses organisations. Voilà, j'aurais aimé être présente au conseil d'administration de l'ARS, mais il y a un représentant par département, donc il y a beaucoup de gens qui sont candidats pour l'être. Et au final, ben, on voit qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe, c'est-à-dire que il se passe des choses, si effectivement les CPTS coordonnent, essayent, voilà, mais CPTS c'est quand même une association de professionnels de santé. Avec des coordonnateurs, des gens qui sont très, très motivés pour faire avancer les choses, mettre en place de la prévention. Chez nous, un médicobus qui arrive bientôt. Mais c'est effectivement du travail de longue haleine. Et moi, je dirais que c'est très fragile. C'est un château de sable, la CPTS, parce que c'est vraiment que les gens qui adhèrent ou pas sur des projets et avec des professionnels de santé, mais qui ont déjà tellement de boulot que les médecins généralistes, en particulier, ils consacrent une partie de leur temps à ça ou rentrer dans le SAS, le système d'accès aux soins, service d'accès aux soins, pardon, qui est mis en place aussi. Mais en fait, c'est beaucoup de bricolage, on va dire, pour pouvoir répondre à minima aux besoins des gens. Donc, après, ben voilà. En tant qu'élu, on est un petit peu coincé pour améliorer tout ça. On peut être que des facilitateurs pour les installations. Et effectivement, moi, j'ai déjà débloqué des situations auprès de l'ARS pour des installations de dentistes, notamment, parce qu'il y a des normes, il y a des conditions, des fois, qui nous semblent un petit peu idiotes. Et j'ai pu avoir des dérogations parce que quand on donne un coup de pouce politique à un projet, ça peut marcher. Mais voilà, moi je trouve que c'est beaucoup trop rigide, qu'il n'y a pas assez de proximité avec les élus, une connaissance du territoire peut-être un peu limitée pour les ARS, ou en tout cas leur situation est compliquée parce qu'au sein d'un même département, les choses ne se passent pas forcément de la même façon sur toute la superficie du département, avec des secteurs plus ou moins bien dotés, avec un découpage en territoire de vie et de santé qui déborde les limites départementales, et ce qui n'est pas sans laisser aussi des gens sur le carreau. Voilà, enfin, je pourrais vous parler sur ce sujet pendant des heures, donc je préfère laisser la place à mes collègues parce que je suis intarissable et il y a beaucoup de choses qui sont à revoir. Et il nous reste 5 minutes. Ok. Je vais faire court. Comme je disais tout à l'heure sur un autre sujet, en fait, tout dépend de l'échelle. Là, typiquement, sur mon territoire, on reconstruit l'hôpital, 70 millions d'euros. Évidemment, ça se gère avec l'ARS, c'est un projet d'ampleur, on le pilote, c'est assez lisible. Et en même temps, sur le territoire, on a eu des projets de maisons de santé communales, mais accompagnés par l'intercommunalité financièrement.
Alors, je n'ai pas direct, comme c'est les communes, les collègues maires qui l'ont piloté, je n'ai pas de retour très direct. De ce que j'en ai compris, oui, des questions de délai, des questions de fluidité qui n'étaient pas forcément efficaces. Mais ces règles-là et ces normes, et ce que disait la collègue des maires ruraux sur des règles et des contraintes qui étaient posées, est-ce que c'est le fait que ce soit une agence ou ce serait un service de la préfecture? Est-ce qu'on n'aurait pas aussi des règles, des contraintes qui pourraient elles-mêmes être parfois idiotes ou exagérées? J'avoue que je n'en sais rien, mais dans quelle mesure le préfet, qui est normalement le patron de l'État en proximité, aujourd'hui, si c'était un service de l'État et pas une agence, il aurait peut-être davantage la main en lien avec les élus du territoire. Mais je ne connais pas très bien ce domaine de la santé. Juste peut-être une illustration encore locale qui est quand même de plus en plus courante dans nos intercos, c'est les contrats locaux de santé, qui là aussi, sans régler les problèmes par nature, permettent de mettre tout le monde autour de la table en identifiant les différentes problématiques les plus prégnantes sur le territoire. Et puis ça peut être, je ne dis pas que ça marche à tous les coups, mais ça peut être l'endroit où on essaye de dénouer les nœuds et d'identifier les priorités avec des acteurs autour de la table, y compris les professionnels locaux qui sont, comme on est dans une santé dite libérale, on a besoin des professionnels, ils sont aussi partie prenante. Pauline. Très rapidement. Oui, bien sûr. Une question pratico-pratique. Et si on transférait les ARS aux régions? Je n'ai pas d'avis. Je n'ai pas d'avis, mais je pense beaucoup de bien de mon président de région et de son exécutif, le premier vice-président étant le maire de ma commune centre, donc je ne peux pas dire de mal de ma région, surtout qu'on a enregistré. Mais une région peut être bien gérée comme elle peut être mal gérée, et on peut avoir un État, comme on a un État central, on peut avoir une région centralisée aussi. Donc la question de l'incarnation, elle se pose sur plein de sujets, y compris là-dessus. On aura le loisir de... Excusez-moi, l'ARS est déjà régionale, quoi qu'il en soit, avec des directions départementales, mais avec une gouvernance au niveau régional. Donc, bon, elle n'est pas gérée directement par la région, mais au niveau de son secteur d'activité. Bon, de toute façon, on aura l'occasion de rencontrer les ARS notamment. Je pense que ça pose un souci financier. Se poser la question pourquoi les ARS ont été créés il y a quelques années. Et c'est pour des questions de moyens aussi. Écoutez, merci beaucoup pour vos éclairages, vos témoignages. Et puis, on se retrouve jeudi prochain pour notre commission d'enquête. Merci.